Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je reçois Raphaël. Salut Raphaël. Salut François-Joseph. Tu vas bien? Super. Bon, tu m'as Bon, dit que je pouvais t'appeler FJ, donc je vais basculer en FJ, hein, eh si ça te ben, va. ça me va très bien. Je te propose de te présenter et de nous présenter Cocoré. Oui, avec plaisir. Bah, écoute, merci en tout cas pour cet échange, pour ta proposition d'intervenir sur ton podcast. Alors, est-ce que tu souhaites que je me présente d'un point de vue plutôt professionnel, personnel? Quel angle On va te plaît commencer le par le plus? personnel et après le professionnel. OK, d'accord, donc l'angle que je préfère. Bah, moi, personnellement, je suis une femme de 40 ans, voilà. Bon, tu vois, je Ouais. commence tout de suite en disant mon âge. Je sais pas si c'est la meilleure chose, mais je suis passionnée d'entrepreneuriat, puisque je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a maintenant 10 ans avec Élise et Béatrice, et donc qui sont deux personnes très importantes pour moi, parce qu'Élise est ma sœur jumelle et Béatrice mon amie d'enfance. Et quand on parle d'amie d'enfance, c'est vraiment une personne qui est voilà, très proche de nous. C'est un membre de la famille, et donc si tu veux, la relation que j'ai avec elle est très représentative de ma façon d'être dans la vie. J'aime bien les relations euh, proches. J'aime bien, tu vois, avoir quelques piliers et vivre intensément avec quelques personnes. Je suis quelqu'un d'assez passionné, tu vois, dans ma vie. Euh, je suis profondément passionnée par tout ce qui te nourrit intellectuellement, et finalement, tu vois, ce qu'on fait avec Kokoroé, ça correspond complètement à qui je suis, puisqu'on aura l'occasion de parler de Kokoroé, mais nous, on fait de la formation. Et Hmm. dans ma vie personnelle, j'adore me former, lire, apprendre, grandir, et donc j'écoute énormément de podcasts. Je lis beaucoup, j'écoute, voilà, je regarde beaucoup de vidéos, et donc, tu vois, je suis profondément convaincue que l'éducation et la formation, ça fait grandir. Donc voilà, dans ma vie personnelle, je suis une grande curieuse, et tout m'intéresse. Et d'ailleurs, j'aime, tu vois, dans mes sujets de conversation, parler de ce que j'ai lu, de ce que j'ai appris. J'aime beaucoup débattre. Bon, sur le plan perso, j'ai une vie familiale aussi, puisque j'ai deux enfants en bas âge. Donc, bon, je te cache pas, j'ai eu mes enfants quand j'étais entrepreneur. Bon, forcément, Ouais. quand on a 10 ans d'entrepreneuriat, on doit trouver un équilibre vie privée, vie pro, et donc bon, bah, je te cache pas que c'est un sacré équilibre à trouver. Tu vois, arriver à justement scaler, faire grandir ta startup quand en parallèle tu as des enfants en bas âge, tu as des nuits qui sont courtes, des incertitudes, des questionnements. Et ça, je crois que le fait de créer ta startup avec deux personnes si proches, bah, ça te permet justement de passer les étapes perso qui sont dures. Dans ma vie perso, Ils ont quel âge, tes enfants? 3 ans et 6 ans. D'accord. Donc, ouais. Ouais, bah, tu vois, j'ai accouché, j'ai eu mes 2 enfants quand Kokoro était lancé, donc tu vois, on s'est bien relayé avec Élise, notamment. Et donc voilà, sinon dans ma vie, je suis aussi très sportive, j'aime bien le challenge, j'aime bien me dépasser. Alors il y a plus sportif que moi, hein. Je cours 3 heures par semaine, 3 fois 1 heure par Hmm. semaine. Mais si tu veux, c'est vraiment représentatif de voilà comment je suis dans ma vie. J'aime avoir un bel équilibre, j'aime me sentir bien dans ma tête, dans mon corps, et j'ai profondément conscience que l'entrepreneuriat, c'est une course de fond, et qu'il faut être bien, tu vois, psychologiquement, physiquement, pour faire les bons choix, et pour amener la startup à un bon niveau. Donc dans Donc, ma vie perso, voilà, je suis quelqu'un de passionné, et assez rigoureuse aussi, assez organisée, tu vois. Mais bon, je dans referme la dans ta parenthèse. dans ta vie perso, tu as des engagements associatifs particuliers ou pas en plus? Parce que histoire de rajouter un Écoute, peu de charge. ouais, c'est une très très bonne question. Non, alors je vais être tout à fait honnête, j'ai retrouvé récemment le temps enfin récemment, ça fait 6 mois que j'ai retrouvé le temps de lire ou de courir.
Tu vois, j'ai encore jusqu'à peu de temps, j'avais très très peu de temps pour moi. Je fais passer aussi mon couple à un niveau assez important, tu vois. Donc quand j'ai peu de temps, enfin bon, globalement, tu as le travail, tu as la famille, tu as le couple, tu as le perso. Et donc en fait, si tu veux, j'ai eu j'ai quand même peu de temps pour moi parce que je travaille quand même énormément avec la startup. Donc aujourd'hui, ce que j'ai pu réintégrer, c'est le sport, la lecture, l'écriture aussi, mais l'associatif, j'adorerais, mais il faut que j'attende encore un peu. C'est vraiment Ça une prend du question temps. de trouver un peu des créneaux dans mon emploi du temps que j'ai pas du tout. Donc ouais, j'aimerais bien aller dans l'associatif justement dans l'éducation. Tu vois, j'y Ouais. crois beaucoup. Du coup, tu fais le parallèle avec Kokoroé, Ouais, où bien il y a sûr. beaucoup de choses de Hein? ce que je connais, il y a beaucoup de choses qui te ressemblent. Oui, ouais, tout à fait, tout à fait. Ben, on se rend compte que quand on lance une entreprise, c'est pas complètement éloigné avec son histoire personnelle. Donc, bah, nous, Kokoroé, ça fait 10 ans qu'on s'est lancé avec Élise et Béatrice. Euh, on est situé dans le 9e arrondissement à Paris. On est 30 collaborateurs aujourd'hui et on le disait, moi, on fait de la formation en ligne aux compétences de demain. Donc, on est spécialisé sur ces sujets d'IA, diversité, inclusion et soft skills. Et on accompagne les entreprises, les grandes entreprises pour former leurs salariés. Donc, tu vois, le sujet de l'éducation et de la formation, c'est un sujet qui est assez familier parce que bah, moi-même, je suis issue d'une famille de professeurs. Je suis issue, mais mes grands-parents étaient professeurs. Mon frère, tu vois, qui est entrepreneur, a lancé sa boîte également dans la formation. Et en fait, si tu veux, je suis moi-même profondément convaincue par l'importance de se former, par voilà l'importance de se former tout au long d'une vie, puisque je pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut se réinventer. C'est profondément dans mon ADN. Et puis, on le disait, moi-même, j'apprends au quotidien et je vois à quel point ça me fait du bien, ça m'épanouit, ça me permet aussi de m'adapter aux différentes étapes de Kokoroé. On est également très engagé avec Élise et Béa puisque finalement on a choisi un positionnement avec Kokoroé sur des thématiques qui font vraiment du sens. Donc nous on forme surtout, donc on a un catalogue de formation assez important tout de même pour répondre aux besoins des entreprises du CAC 40 et grandes entreprises, mais on a quand même 3 thèmes sur lesquels on prend la parole, c'est tous les sujets de diversité, inclusion, IA et soft skills. Ouais. Et tu vois ce que ça dit quand même de nous, c'est que on a au fond de nous une volonté d'essayer d'accompagner chacun à comprendre le monde dans lequel il évolue. Je pense qu'on souhaite que chacun devienne citoyen, devienne actif et acteur de son quotidien. Et donc on a voilà, on a un vrai plaisir, une vraie fierté, un vrai engagement à se positionner sur des sujets sociétaux qui font sens. Et voilà. Et sur les sujets soft skills, je pense que c'est des thématiques qui sont clés aussi pour arriver à s'adapter au monde d'aujourd'hui et de demain. Je sais pas J'ai si une tu petite m'entends, si tu m'entends bien, ouais. Ouais, j'ai une petite question qui n'a pas pour but d'être polémique, mais aujourd'hui, vous formez les gens qui sont dans l'emploi et qui sont dans les groupes. Comment on forme les gens qui sont éloignés de l'emploi aujourd'hui? Mmh. Et est-ce que pour vous, c'est un axe de développement à un moment ou à un autre? Positionnement, ouais. Ouais, c'est une très, très bonne question. Nous, assez naturellement, on s'est tourné vers le B2B, ce qui a pas toujours été notre cas. On reviendra peut-être quand on reviendra sur la création de Kokoroé, mais au début, on avait un positionnement B2C qui a pas du tout marché, donc on a pivoté vers du B2B. Donc aujourd'hui, là où je te rejoins complètement, on est vraiment positionné sur le marché de la formation professionnelle. Donc on s'adresse à des personnes qui sont salariées, qui travaillent au sein d'entreprises et qui souhaitent se former en continu. Euh, on adresse tout de même une cible en recherche d'emploi on a créé un partenariat, on a noué un partenariat avec France Travail pour former les demandeurs d'emploi et on a notamment contractualisé un partenariat avec Pôle emploi en début d'année dernière pour former 1 million de Français à l'IA et à l'IA générative. Donc on a un prisme à destination des demandeurs d'emploi, même si on communique. C'est plutôt de la communication au travers de LinkedIn. Enfin, je veux dire, on en parle au travers de LinkedIn. Euh,
là où je te rejoins, c'est qu'on n'est pas allé chercher on va pas chercher les financements de l'État au travers notamment du CPF, du compte personnel de formation. On n'a pas une CB2B dans le sens où, comme tu le sais, chacun a un compte personnel de formation et peut utiliser ses crédits pour se former. Nous, c'est pas du tout notre positionnement. Avec ton compte personnel de formation, tu peux pas utiliser ce compte pour aller sur Kokoroé. On a préféré directement s'intéresser aux entreprises et on a préféré davantage travailler des compétences. D'accord. Du coup, tu nous as un peu teasé le fait que vous aviez dû pivoter. C'est quoi l'histoire de Kokoroé? Et déjà, ça veut dire quoi, Kokoroé? Euh, Écoute, Kokoroé, ça veut dire apprendre avec le cœur en japonais. D'accord. Alors tu vas me dire pourquoi du japonais alors je te confirme, on ne parle pas japonais. Je pense qu'on a voulu, on a énormément cherché déjà quel était le bon nom. On est passé par I Know You Will, on est passé par WeTeach, on est passé par, enfin bon bref, on a été voilà très innovante. On a énormément cherché et un jour on a fait appel à une copine qui a trouvé ce nom et ça a été un vrai coup de cœur. Je crois qu'on avait envie d'un nom assez inspirant, innovant parce que c'est complètement lié à notre vision de la formation, à ce qu'on veut faire, à comment on voit l'entrepreneuriat, comment on voit les relations entre nous, avec les collaborateurs, avec les entreprises. Je crois qu'on a envie de proposer quelque chose d'innovant, différenciant. Et donc, au Kokoroé, il y avait un côté très aspirationnel, qui nous plaisait et qui est très éloigné de tout ce qu'on peut voir, room, tous les noms en room, training et autres. Donc voilà. Et écoute, nous à l'initiative, à la base de Kokoroé, c'est vraiment une histoire de cœur. Quand j'ai créé Kokoroé, c'était avec Élise, ma sœur jumelle, et donc Béa. Et je crois qu'on était chacune en entreprise, on fonctionnait plutôt bien. Élise, c'était une ancienne avocate. Béa travaillait chez BNP Paribas. Et pour ma part, j'étais dans les RH. Ouais. Et je crois que on était des profils passionnés, profondément passionnés. On réussissait très bien au sein de nos entreprises, mais à un moment donné, je crois qu'on a eu envie de rêver. Et surtout, ça nous a peut-être aussi un petit peu énervé de mettre une énergie telle au service de personnes qui, quelque part, ne nous rendraient pas tant. Et on s'est dit, on a une énergie, on a un savoir-faire, on va déjà mettre cette énergie à notre service. Et je crois qu'on avait 30 ans et on se disait, mais en fait, la vie, on doit rêver, quoi. Enfin, on va quand Mmh. même pas, tu vois, se lever tous les matins, aller travailler pour, bon, globalement, avoir un plan de carrière sur 20 ans. Mais il est où le rêve? Elle est où l'ambition? Il est où l'épanouissement? On voyait pas le point. Et donc, ça a été très simple. On n'est pas du tout parti d'un besoin sur la formation et l'éducation. On a cherché la thématique qui allait nous plaire. On est parti sur beaucoup d'idées. Et on est parti, on était nous-mêmes très utilisatrices de plateformes de savoir comme Airbnb. Tu sais, c'était l'époque des plateformisations, des plateformes d'intermédiation entre particuliers ou tu avais toute forme d'intermédiation possible. Nous-mêmes, on utilisait beaucoup, on utilisait Blablacar, on faisait placer, on utilisait Airbnb, il y avait d'autres choses. Et donc, on a eu la même idée, c'était de créer une plateforme de partage de savoir entre particuliers et on a créé donc I Know You Will à l'époque. L'idée, c'était simple, tu avais ta plateforme de mise en relation, tu avais tout le monde qui pouvait s'inscrire et chacun qui pouvait prendre un cours en fait avec une autre personne sur n'importe quelle thématique. Donc, Euh, je voulais apprendre la guitare, Tu pouvais, il y avait ouais. quelqu'un pour me l'enseigner. Si tu veux, c'est le business de la petite annonce qu'on a voulu digitaliser. Aujourd'hui, si tu veux prendre un cours, tu vas sur Le Bon Coin ou tu postes une annonce sur Facebook et tu contactes directement la personne. Mais nous, on a souhaité la digitaliser et on voulait que le paiement se fasse en ligne. On avait fait un contrat avec AXA pour proposer une couverture, une assurance, etc. C'est là Et un peu donc, où Superprof aujourd'hui s'est ouais, positionné et a c'est réussi, tout quoi. à fait ça. Mais leur business est un peu particulier, c'est-à-dire, en tout cas, s'ils l'ont pas changé, il y a 4-5 ans, tu achetais un crédit qui te donnait la possibilité de contacter un certain nombre de professeurs.
Et donc, en fait, nous, on allait un tout petit peu plus loin dans le business model. C'était certainement moins pertinent, mais si tu veux, on prenait une commission à la réservation du cours. Donc, tout le bypass, on le gérait pas parce que forcément, quand tu vois ton professeur une fois, après, bah, tu transactionnes directement avec lui. Donc l'idée a eu un beau retentissement parce qu'on est assez passionné, dynamique et qu'on a eu tout de suite beaucoup de visibilité. Donc on a réussi à faire une levée de fonds sur cette idée et c'est là où on a rencontré des business angels, des personnalités incroyables, tu vois, comme Xavier Niel, Julien Codorniou. Je te cache pas que on a très très vite été propulsé dans un écosystème tech qui était fou. Tu vois, on venait de milieu de l'entreprise, on était habitué à notre routine et tout d'un coup, on a été propulsé, on a rencontré des gens incroyables, on avait un quotidien qui était très très stimulant, et donc ça a été un rêve dès les débuts. On avait, Comment vous vous êtes habitué justement à ce changement de vitesse? Écoute, dans les débuts, quand tu as une telle adrénaline, je pense que quand tu es dans l'adrénaline, tu t'habitues pas. Tu es sous le feu des projecteurs on avait voilà beaucoup de visibilité, beaucoup de presse, un peu de télé aussi. On gagnait beaucoup de concours, donc t'es dans le moment. Sur le moment, tu vis tes expériences et je pense que tu t'encaisses complètement. Enfin, je veux dire, t'es dans l'adrénaline et t'essayes de dormir au mieux, quoi. Et séance après, une fois que ça retombe un petit peu, et que là, tu te dis, bon, bah, on va essayer de transformer l'idée en produit, essayer de répondre à un besoin. Et là, tu te confrontes à des idées concrètes de l'entrepreneuriat qui sont bien plus complexes qu'avoir de la visibilité. Avoir de la visibilité, c'est relativement facile, surtout à l'époque, on était au début de l'entrepreneuriat, l'écosystème était encore peu structuré, on était 3 femmes. Mais monter une entreprise qui n'existe pas de 0 à 1 et l'amener à quelque part, ça, c'est nettement plus difficile. Se découvrir aussi en tant que différemment entre Élise et Béa, parce que nos relations, elles étaient complètement différentes, et comprendre comment chacune travaille, à quel point elle est, voilà, quel type de personnalité elle est au travail, ça, c'est quelque chose, voilà, ça a été une découverte. Donc, sur le moment, quand on a commencé à se lancer dans l'entrepreneuriat et qu'on a fait une levée de fonds, on était, enfin, c'était un tourbillon. Et après, quand on a décidé de mettre en œuvre notre idée, bah là, on s'est confronté à une réalité qui a été excessivement difficile. Comment vous avez dépassé justement cette difficulté? Bah, la bonne nouvelle, c'est qu'on était dans une structure qui était Microsoft Venture, qui était un incubateur. Et là, si tu veux, ils nous ont quand même donné une sorte de méthodologie. Ils nous ont pas dit: «Il faut faire ça, 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 ça», mais ils nous ont posé des questions. Sur le moment, tu comprends pas. Tu dis, mais attends, on me pose plein de questions, on me demande de pitcher tout le temps, on me demande de faire un business plan, de faire un produit, je sais pas, j'ai besoin de temps. Et finalement, ils te demandent de faire des exercices qui t'amènent à mûrir ton produit et qui, voilà, t'amènent à faire un travail de réflexion profond. Et donc, comment on a réussi? Tout simplement, à un moment donné, en travaillant et en se formant aussi sur les sujets. Je te donne un exemple. Donc, on est parti de l'idée assez naturellement. Déjà, on a capitalisé sur nos savoirs. Élise et notre expérience. Élise assez vite a déposé les statuts. C'est pour ça que notre entreprise juridiquement elle existe depuis 2014. D'accord. Mais en vrai, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat un an après, je dirais. Très vite, Élise a géré la partie juridique. Béa, très vite, a géré la partie marketing. Elle a commencé à imaginer un nom, des valeurs, un positionnement. Et puis moi, assez rapidement, j'ai imaginé un peu la structure de la plateforme et à recruter des gens. Donc là, on est arrivé avec ça chez Microsoft. On leur a dit voilà l'idée, voilà ce qu'on a déjà fait. Et là, ils nous ont intégrés et voilà accompagnés. Et ils nous ont présenté énormément d'autres options. Ils nous ont parlé de gros hacking, de pitch, enfin voilà. Et là, en fait, comment on s'en est sorti? Et je pense que c'est pour ça que je suis autant animée par les sujets d'éducation et d'information. Pour s'en sortir, on s'est formé.
Enfin, tout simplement, à un moment donné, on s'est dit, bon, bah là, il faut qu'on travaille des méthodologies de growth hacking, growth marketing. C'était vraiment la période du growth à l'époque. Comment scaler rapidement. C'était un concept qu'on connaissait pas du tout avec Élise et Béa. Et donc, bah là, on parle avec des gens, on se documente, on essaye de comprendre. Surtout sur notre business model, notre positionnement B2C, le growth était central. Ils nous proposaient de pitcher, nous on savait pas ce que c'était un pitch, mais donc un pitch en vrai, ça nécessite d'avoir bien compris ta cible, ta proposition de valeur, ton business model, ton marché, et ça, bah, ça veut dire qu'il faut que tu travailles un petit peu en chambre pour savoir ce que tu veux vraiment. Ça change tous les jours, hein, globalement, parce que tu sais pas ce que tu veux vraiment. Donc là, tu commences à rencontrer tes utilisateurs, tu commences à faire des questionnaires. C'était pas évident à l'époque parce qu'on n'était pas nous 3 full-time en même temps. Donc, je t'épargne les échanges à distance. Tiens, on a avancé. Tu sais, pour débriefer la troisième qui était pas dispo et lui débriefer de toute ton avancée et la reconvaincre de nouveau de l'avancée que tu as pu avoir. Et ouais, non, je pense que ce qui a fait que, et encore aujourd'hui, parce que bah aujourd'hui on a considérablement grandi. Je pense que ce qui fait qu'aujourd'hui on en est encore là 10 ans après, alors que la quasi-totalité, je dirais pas, hein, mais nous, toutes les promos Microsoft de l'époque bah, n'existent plus aujourd'hui. Toutes les startups qui étaient dans le promo n'existent plus. On voit quand même beaucoup de crash au sein de l'écosystème tech. Ce qui fait que nous, on en est encore là aujourd'hui, c'est que je pense qu'on se remet beaucoup en question à tout niveau, aussi bien sur des savoir-faire liés à des compétences techniques que des compétences humaines. On écoute beaucoup, on se remet en question. Ça, c'est une grande force. Et je pense qu'on apprend beaucoup. Ouais, vas-y, excuse-moi. Et qu'est-ce qui fait qu'en fait, à un moment ou à un autre, vous avez dû basculer du B2C vers le B2B? Oui, merci de me remettre le fil de l'histoire. Bah, très simplement, on n'a pas gagné d'argent. Donc, on fait la levée de fonds, donc on intègre Microsoft, on fait de la levée de fonds, on continue à être sur les projecteurs. Et là, 3 ans après, en 2017, on a recruté beaucoup. On avait levé 250 000 € à l'époque, c'était pas grand chose. Mais en tant que jeune entrepreneur, la première idée que tu as, qui est souvent mauvaise, c'est de recruter. Et donc là, on a recruté une batterie de développeurs. Et alors que bon, à un moment donné, c'est surtout le besoin qu'il faut travailler, c'est pas tant de produits. Donc on a fait des choses à l'envers. Et en fait, tout simplement, au bout de 3 ans, on avait beau se battre comme des lions pour communiquer, pour être visible, pour créer une communauté d'offres, de demandes. C'est des business qui sont excessivement difficiles, hein, ces business B2C. En plus, le positionnement était pas clair parce qu'en fait, si tu veux, c'était des cours aussi bien dans la sphère pro que perso. Enfin bon, il y avait pas mal de choses. Avec du recul et ce que je sais de l'entrepreneuriat, il y avait pas mal d'erreurs dans notre idée. Mais tout simplement, à un moment donné, tu verses tes salaires tous les mois, tu dis ah ben tiens, c'est marrant, il y a quand même 50 000 € là qui est parti d'un mois, d'un coup d'un seul. Et très très vite, tu te rends compte qu'il te reste 2 mois de vie. Et donc là, ça a été la panique. On l'avait vraiment anticipé parce qu'on est quand même très très bonne gestionnaire, donc on arrivait à se dire tu vois, qu'il nous restait 6 mois, 5 mois, 4 mois, 3 mois, donc on a quand même anticipé. Et moi, qui avais un profil sales, j'étais dans la RH avant, j'étais chasseuse de tête. Dans des bonnes écoles, très vite, je me suis dit, mais là, il faut qu'on aille voir les entreprises. C'est elles qui vont non seulement nous aider à grandir et comprendre le besoin, et on va pouvoir parler avec des gens, puisqu'en B2C, tu parles avec personne au final. Tu as le fondateur de Blablacar qui, lui, prenait son téléphone et parlait, donc on l'a fait. On a pris notre téléphone et on a essayé de parler à nos utilisateurs, nos early adopters qui étaient vraiment engagés dans l'activité et dans l'aventure Cocoroé. Mais en réalité, t'as pas vraiment de feedback sur ce qui va pas. Et donc, moi, assez naturellement, j'ai dit, bon, bah là, il faut qu'on gagne de l'argent. On va aller vers du B2B. Et donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai contacté des gens et je leur ai dit, j'ai une solution à vous vendre. Et en fait, on leur a vendu une solution qui était la copie de ce qu'on faisait en B2C. La proposition de valeur, c'était de dire,
En B2C, notre business, c'était on va faire une plateforme de mise en relation entre particuliers pour qu'ils échangent leur savoir. Et là, c'était exactement la même offre, mais au sein de l'entreprise. Une plateforme de mise en relation entre chaque personne de l'entreprise pour qu'elle partage son savoir. Et le truc qui était dingue, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on appelle le peer-to-peer learning, c'est le partage entre pairs, qui fonctionne très, très bien. Et sur ça, en fait, on a pivoté, on a fait... on est très bonne commerciale. Et donc, moi, j'avais une très, très culture du CAC 40, des grandes entreprises. Donc, très vite, je suis allée les voir. On leur a présenté notre positionnement. Il y avait un marché sur du peer-to-peer, marché pas complètement mûr parce que notre solution, pour bien connaître le peer-to-peer aujourd'hui, c'est quand même aujourd'hui qui est encore très informel. Il y a beaucoup de peer-to-peer en entreprise, mais sur des temps informels. Et ça se traque assez difficilement. Donc on s'est positionné sur ça, mais on a quand même réussi à faire, tu vois, 300 000 euros, plus que notre levée de fonds. Et en vendant cette plateforme, on a eu énormément, assez naturellement, d'échanges avec nos interlocuteurs et au fur et à mesure de nos échanges, on a pivoté sur le Kokoro d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit, mais non, mais moi, en fait, j'aurais peut-être plus besoin de formation sur telle thématique, tu vois. Et ça, c'est profondément resté ancré dans l'ADN de Kokoroe. Écoutez tout ce que les gens te disent. Tu vois, moi, quand j'ai un call avec un VP Learning, un DRH, un manager, il me fait un feedback sur la plateforme, quel qu'il soit, je le note, j'en parle. Et le pivot, il est constant chez nous, mais constant. Tu vois, en tant que leader, en tant que et à tout niveau, au niveau du produit, on passe notre temps à remettre en question notre produit, à le faire évoluer. Aujourd'hui, du coup, tu nous as dit que vous étiez parti sur le commercial et que vous étiez d'excellentes commerciales, mais vous avez structuré comment le business model? Qu'est-ce que vous vendez? Vous vendez une licence par utilisateur, par groupe? Ça dépend du nombre de formations. Quel est le business Ouais, model en fait de Cocoré aujourd'hui? Et du coup, comment tu as organisé les équipes commerciales pour soutenir ce business model? oui. Alors aujourd'hui, on a 3 produits. On a notre plateforme LMS qui est, donc c'est une plateforme SaaS. Globalement, les entreprises, prennent accès à notre plateforme. Donc ça a des abonnements de plusieurs années, 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc là, on calcule un MRR classique. Là, c'est vraiment un abonnement récurrent. On a des formations sur étagère. Là, pareil, c'est du SaaS. C'est un système de location avec, différents temps d'engagement. Donc ça, c'est les produits qu'on aime beaucoup. On a également ce qu'on appelle des expériences apprenantes qui peuvent être SaaS aussi. Ce sont des calendriers, des escape games sur étagère que l'entreprise va prendre pour booster l'engagement des collaborateurs. Donc là, pareil, c'est un système de location avec des engagements qui peuvent aller jusqu'à 3 ans. Et ensuite, on va avoir un business model, enfin un service de personnalisation. Tu peux personnaliser tes formations, tes expériences apprenantes. Et là, c'est plus du CA one shot, quoi. Donc voilà, 3 produits, une plateforme, des formations et des expériences apprenantes. Donc la beauté de cette offre, c'est que concrètement, dans le digital learning, on n'est pas monoproduit, ça c'est une vraie force. On a beaucoup de partenaires et de concurrents en face de nous qui sont monoproduits, et où tu as parfois une énorme concurrence sur tout le marché du LMS, du LXP. Et tu as beaucoup de modes, et je pense pas que ça soit le meilleur positionnement. Nous, on est un des rares à avoir un positionnement double, plateforme et content, et c'est une grande force parce qu'en fonction de l'utilisateur, de notre client, on va proposer le produit qui nous semble le plus pertinent. Donc voilà, ça c'est assez fort. Et comment on a structuré l'équipe? Nous, on a structuré les commerciaux chez nous, ils ont énormément d'autonomie, énormément de responsabilités, puisqu'ils sont aussi bien en charge de la constitution de leur portefeuille. Alors, D'accord. quand ils arrivent, on peut être en charge, on peut leur donner quelques comptes existants, mais ils sont donc non seulement en charge de la constitution de leur portefeuille, du closing, mais également du suivi. Tu as des CSM qui vont assurer le suivi projet et s'assurer que le projet est mené à bien, mais c'est quand même le sales qui est en charge de la refacturation, de la satisfaction de son client. On n'a pas de fonctionnement avec des SDR. On n'est pas du tout découpé comme ça. Pourquoi? Parce que je vois pas
comment intellectuellement tu peux t'éclater sur ce job. Il y a un turnover qui est énorme, tu vois, sur le SDR. Passer des premiers calls toute la journée, je pense que c'est éreintant, c'est très frustrant parce que tu passes ensuite le deal, enfin le besoin à un autre client, à une autre personne. Donc, si tu veux, t'es pas sur toutes les étapes et tu es sur des profils qui sont très juniors, peu qualifiés. Et nous, on a un niveau d'interlocuteur assez élevé puisqu'on est niveau CAC 40, SBF 120, niveau C-level. Et donc, le premier call, il doit être excellent. On doit tout de suite poser. Donc, pour nous, c'est pas pertinent. Donc, on est sur des profils qui doivent être en mesure de gérer l'intégralité du process de vente et la refacturation. Et du coup, en fait, aujourd'hui, c'est le persona typique à qui vous vendez, c'est quoi? Et comment vous allez le sensibiliser à venir chez vous? Et comment vous allez faire votre génération de leads? Ouais, le persona, donc c'est mon profil plutôt grande entreprise et les personnes avec lesquelles on travaille, c'est surtout des directeurs learning. C'est vraiment la formation qui est une cible pour nous, le décideur en général. On peut travailler avec d'autres personnes, enfin avec des personnes dans d'autres métiers. Ça peut être le métier de la diversité et l'inclusion, de la data. Mais très souvent, c'est quand même le directeur learning qui est notre interlocuteur. Comment on va le faire venir? Ben, on est assez reconnu dans l'écosystème digital learning. Déjà, ça fait 10 ans qu'on existe et il y a beaucoup d'entreprises qui existent depuis bien plus longtemps, bien sûr, mais qui existent aussi depuis moins longtemps. On a une approche marketing là, assez complète avec des envois d'emails classiques et des envois de newsletters. Mais on est très bonne, on est assez fort en organisation d'événements, puisque Kokoroe organise 2 événements par an. On en a un en avril qui arrive dans 2 semaines d'ailleurs, c'est le Future of Work Inclusive Summit sur la thématique de la diversité et inclusion. Et on en a un autre en novembre sur la thématique de l'IA. Donc déjà, Kokoroe organise ses propres événements. Ce sont des événements dans des très beaux endroits, avec un ministre, tu vois, avec des personnalités issues du grand public. On a des très belles tables rondes. On est vraiment sur, tu vois, des événements premium. Là, on va faire ça en avril à la Tour Eiffel, par exemple. Bon, ça nous positionne. On a aussi des clubs qu'on organise, des petits déjeuners. Donc finalement, tous les mois, on va avoir la possibilité, on parle en fait à nos clients. On est très présent également sur des concours. On a gagné récemment les trophées du digital learning. Et donc en fait, si tu veux, on est toujours à l'esprit, on est toujours présent à l'esprit Des décideurs. des décideurs. Comment vous êtes répartis les rôles, en fait, dans les différentes déjà, quelles ont été les grandes étapes de croissance après le pivot qui vous a amené à être 30 et aujourd'hui profitable? Et comment vous vous êtes répartis les rôles et comment ça a peut-être évolué? Et j'aurais peut-être tendance une question un peu provoque, dans les 3, c'est qui la patronne? Mmh. Ah ça c'est une bonne question ça. Alors, donc quelles ont été les différentes étapes? Donc, lancement de Kokoroe en 2014. 2017, on pivote vers le B2B, donc 3 ans après. L'autre étape, ça a été, je dirais, 2021. 2021, quand on a décidé de recruter des sales et recruter davantage, et finalement de structurer la boîte. Parce qu'entre 2017 et 2021, on était 3 sales, principalement, Béa, Élise et moi. Et on était très, très peu nombreux et on était au four et au moulin. Et à partir de 2021, on a essayé de recruter et de processer davantage. Je dirais que c'est vraiment les différentes étapes. Comment on répartit le travail entre nous? Béa est en charge du marketing. C'est un gros pôle chez Kokoroe parce que, comme tu l'as compris, on a une vraie force de frappe sur les événements. On a un branding qui est très fort et très différenciant. On a un storytelling qui est assez fort. Élise est en charge de l'équipe sales. Et moi, je suis en charge de l'équipe tech. Pour autant, je suis pas tech.
comme tu le sais. Je ne code pas, mais si tu veux, c'est moi qui la chapeaute parce que j'ai une appétence produit forte. D'accord. Et dans le travail, je travaille avec Élise en fait sur la partie sales aussi. Donc chacune en fait, on gère une équipe, mais pour autant une équipe différente. Mais pour autant, Élise et moi, on est quand même sales avant tout. Enfin, Vous on portez un, anime vous portez pas forcément un chiffre d'affaires en propre ou un objectif, mais quoi qu'il se passe, vous générez du chiffre. complètement. Aujourd'hui, on peut dire qu'on gère l'équipe sales. Alors, on apporte nous-mêmes un chiffre d'affaires. On en est encore à ce niveau. Hein. On a un niveau assez opérationnel. Tu vois, on est sur un chiffre d'affaires qui est relativement élevé. L'objectif, c'est à un moment donné de sortir du sales et d'avoir des sales qui vont pouvoir récupérer des portefeuilles. On a des portefeuilles qui sont assez importants, assez stratégiques, et donc il nous faut des sales de très très bon niveau. Il nous faut des sales qui ont envie, qui sont processés, ce qui n'est pas forcément toujours facile à trouver. Et en plus de générer notre chiffre d'affaires, donc tu vois à quel point on peut être opérationnel, hein, tu vois, 10 ans après, on est encore à générer notre chiffre d'affaires. Alors après, personne nous pilote. En plus de ça, on va aider les autres sales dans leur call et on va les piloter. Donc on fait des revues de pipe, on regarde la data, on les challenge, etc. Donc si tu veux, nous, côté sales, on a aussi bien un objectif de chiffre d'affaires que également l'animation et l'organisation du pôle. Et la structuration d'ailleurs. Et je dirais qu'il y a même une dernière étape pivot maintenant que je te parle, c'est une étape assez récente où on va encore plus loin maintenant dans le process. Aujourd'hui, on a mis beaucoup de process, notamment au sein d'équipes sales, sur la gestion de HubSpot, le suivi, les transactions, les comptes rendus. Voilà, on regarde pas du tout que le chiffre d'affaires. Il y a une façon d'envoyer tes mails, de suivre et de mettre en place ton relationnel client. Qui décide entre nous trois? C'est marrant, ça c'est une question qu'on nous pose souvent. Je crois que tu vas pas aimer ma réponse. Je crois que tu n'en as pas une. En fait, la réalité, c'est que chacune décide sur certains sujets. Tu vois? C'est comme dans un couple. Bon, c'est comme dans un couple, si tu veux, tu en as pas un qui décide sur tous les sujets parce que là, sinon, bon, ton couple, globalement, il va pas fonctionner. Tu vois ce que je veux dire? Si tu es dans un couple et que c'est toi tout seul qui décide sur tout, sur les vacances, sur les enfants, l'éducation, tout, tous les sujets du quotidien, ça marche pas. En fait, si tu veux, souvent dans un couple, tu as des personnes qui décident, qui préemptent certains sujets et qui ont le lead sur certains sujets. C'est exactement pareil entre nous trois. Tu as entre nous trois des leads sur certains sujets. En cas de difficulté, et lorsque le lead a besoin de trancher, elle va interroger les autres. Et à trois, alors on va décider et on va se confronter. Mais si tu veux, c'est vraiment comme dans la vraie vie, tu vois. Sur les sujets sales, Élise peut être le lead sur certains sujets, moi je peux être le lead, et si à un moment donné j'hésite, on confronte, on échange et on décide ensemble, tu vois. Et en fait, si tu veux, nous trois, on est des caractères assez affirmés. T'en as pas une qui est dans la lumière, t'en as pas une qui prend la parole. Nous trois, on prend la parole. Nous trois, on a des compétences relativement similaires parce qu'on est bonne dans la relation client. Après, Béa a en plus le marketing. Élise et moi, on gère tous les sujets GA, enfin voilà, juridiques, financiers, administratifs, qui ont leur importance vraiment au sein de l'entreprise. Donc, on est aussi sur ces sujets RH, recrutement. Mais globalement, c'est vraiment un trio, un fonctionnement à trois. Et du coup, qu'est-ce que vous avez mis en place comme routine pour vous challenger tous les trois? Toutes les trois, d'ailleurs. Tu veux dire collectivement? Bah, ouais, pour collectivement, en gros, comment vous avez mis des routines pour, échanger, parce que c'est important d'échanger quand on est trois, même si vous Ouais. êtes très proches, et deux, de quelle façon vous vous assurez de ne pas stagner et de toujours progresser? Mmh. Écoute, alors,
quelle routine on a mis en place pour échanger? Bon, déjà, on a un flux WhatsApp qui est notre fil rouge qui commence, voilà, il n'y a pas d'heure de début, il n'y a pas d'heure de fin. Je crois qu'il n'y a pas un jour où on ne s'envoie pas un texto, un message, que ça soit sur le pro ou perso. D'ailleurs, on l'utilise ce flux. Enfin, on rit, on se dispute. Enfin, c'est tout. C'est une vie, hein, ce flux WhatsApp. Tout passe par là. Avant tout, c'est une histoire de cœur et donc on se voit aussi beaucoup en dehors. Je te l'ai dit, hein, c'est presque une histoire familiale. Donc en fait, si tu veux, on part en vacances ensemble, on fait Noël ensemble, on se voit le week-end. Donc on n'a pas que le visage de l'entrepreneur. Tu vois ce que je veux dire? Là, je suis partie la semaine dernière, j'ai fait un week-end avec ma sœur à Marseille, on a rejoint des potes. On se connaît aussi personnellement et personnellement, tu peux être radicalement différente que la personne que tu es professionnellement. Et donc ça, c'est important, tu vois, pour garder un lien humain. Parfois au boulot, tu peux être un peu straight to the point et très rigoureux, très efficace, très organisé, en mode machine. Parce qu'on a une telle masse de travail que tu es en mode machine et ça fait parfois du bien de se voir différemment, tu vois, avec plus de temps, plus de détente. Et qu'est-ce qu'on a mis en place pour pas stagner? Écoute, je pense que nous 3, déjà, on déteste la routine. C'est fou, mais je pense que les entrepreneurs aiment pas trop la routine. Tu vois, quand on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, ça faisait 7 ans qu'on était dans notre boîte et justement, on connaissait cette routine, on était toujours dans les mêmes postes et ça, on l'a fui. Et chez Kokoroé, tu as un tourbillon qui fait que tu as pas un jour qui se ressemble, tu vois? Donc en fait, si tu veux, dès qu'on sent qu'on est un peu plus dans la routine, on la casse. Soit on va se challenger professionnellement et assez naturellement, on va dire bon, moi par contre, je vais prendre ce point et j'ai envie de monter en compétence et grandir sur ce point. Tu vois, moi j'ai un profil sales, mais j'avais besoin d'avoir une maîtrise des chiffres et donc on travaille avec un DAF part-time. Mais t'as beau travailler avec des DAF part-time, faut quand même te former sur tous les sujets, les KPI financiers et ça je l'ai complètement pris. Ça c'était quelque chose qui m'intéressait et donc j'ai grandi sur ce sujet. Et donc, assez naturellement, en fait, quand on sent qu'on est peut-être dans une routine, si ça arrive, même dans l'entrepreneuriat, je pense qu'assez naturellement, on va être curieuse et on va se créer des challenges, tu vois. Ouais. Comment, quand il y a 3 personnes qui sont aussi proches, aussi intégrées l'une à l'autre, avec des liens aussi forts, comment on intègre d'autres personnes dans l'entreprise dans des niveaux inférieurs et avec, on va dire, on arrive à les embarquer, à les faire raccrocher à ce groupe de tête. Ouais, oui, oui. Dis donc, t'es très bon hein, dans tes questions. Je comprends pourquoi t'es podcasteur. Hein. Je suis commercial avant tout, donc il faut savoir poser les bonnes Ouais. questions au bon moment. Ah Voilà. bah là, écoute, je vois ça. Écoute, on est un trio très fort. Et on a une ambition commune, c'est mener Kokoro le plus loin possible. Donc, si tu veux, on est vraiment tout aligné sur ça et continuer de s'éclater. Et donc, en fait, on a profondément des valeurs communes. Tu vois, on aime le travail, on aime la rigueur, on aime la bienveillance, l'enthousiasme. Donc, on se retrouve. Et finalement, comme on est chacune responsable de pôle, en vrai, on se marche pas sur les pieds au quotidien, pas tant. Parce que, alors bon, on a nos locaux dans le 9e, hein. Donc on n'est pas sur un 1000 mètres carrés, on est sur entre un 170 mètres carrés, donc on se voit, tu vois. Donc c'est pas parce qu'on est chacune en charge de pôle qu'on ne se voit pas. Mais chacune, on va quand même gérer une équipe et être sur des thématiques voilà, en tout cas avec Béa, on est sur des problématiques légèrement différentes. Donc en fait, le simple fait d'être déjà assise, pas à côté, on se marche pas, voilà, on s'écrase pas. Ça laisse la place aux autres. Hein. Ça laisse en effet la place aux autres et puis chacune on est en charge en effet d'un périmètre. Élise et moi, finalement, on a beau être chacune en charge d'une équipe, moi je suis quand même
finalement sales aussi. Mais quelque part, quand t'es sales, bon ben voilà, tu fais un peu ta vie aussi, hein, t'as tes calls. Je fais jamais de call avec Élise. Donc voilà, on s'étouffe pas du tout, quoi. Aussi, ce trio, tu nous as dit qu'il existait en dehors de l'entreprise. Comment les personnes qui partagent vos vies vivent cette relation à trois hyper intense? Et tu nous as dit que tu avais aussi un frère qui était entrepreneur. Ouais, Comment lui vit votre association d'un côté et lui son histoire d'entrepreneur qui ouais. peut être différente? Oui, écoute, bah, alors pour mon frère, tu vois, donc on était 3. Et en fait, si tu veux, je pense que quand tu vis avec des jumelles, quand dans ta mon frère est mon grand frère, hein, il a 16 mois d'écart et donc nous, on est arrivés juste après. Et en fait, si tu veux, quelque part, il a évolué avec des sœurs qui étaient très fusionnelles et donc ça a toujours été dans son schéma. Tu vois ce que je veux dire? Tout le temps. Alors nous, on est très proches de notre frère. Tu vois, on l'adore, on le respecte, on rit beaucoup, même s'il est très différent de nous. On rit, on se valorise énormément. Tu vois, on a un Mmh. flux WhatsApp pareil, et un groupe WhatsApp et on échange. Donc ça se passe super bien. Mais si tu veux, lui, dans son histoire, il a toujours eu ce modèle d'avoir 2 sœurs qui étaient proches. On a même été ensemble dans des classes avec Élise, on avait des groupes en commun. Donc en fait, si tu veux, la vie adulte n'a été que la continuité de ce qu'il avait connu. J'en ai jamais parlé avec lui parce que c'est des sujets qui sont pas faciles peut-être à aborder. Ça a peut-être été difficile certainement quand même pour lui parce que Élise et moi on se voit au quotidien, on fait des vacances ensemble. En plus, tu vois, on a des enfants, Élise et moi. Lui, il en a pas. Peut-être qu'il a un rythme un petit peu différent et certainement que ça a été dur, tu vois. Euh, mais nous, on n'est pas excluante et on est, tu vois, toujours très généreuse, très valorisante. On l'adore et il le sent. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de rivalité entre nous. Donc, je pense que c'est ça qui fait que ça va. Et après, tu vois, dans nos relations un peu plus personnelles, Élise, elle est, tu vois, elle est avec quelqu'un qui, et puis voilà, c'est le cas de nous toutes, des gens qui sont embarqués un peu dans l'aventure, tu vois, ils sont aussi hyper admiratifs, ils sont contents, ils ont l'impression de vivre ça de façon indirecte, tu vois. On a réussi, ouais, quelque part, il n'y a pas de jalousie, tu vois. Il y a pas de jalousie. Euh, Comment vous préparez l'entreprise à être la moins dépendante de vous, en fait? Parce que vous êtes quand même aujourd'hui toutes les trois à des Oui, positions très stratégiques. Pour que ouais. l'entreprise puisse continuer de grossir, il faut que de moins en moins il y ait de dépendance à vous. Comment vous avez commencé à anticiper ça? Alors, je trouve que c'est une très bonne question et tu veux que je te dise, c'est notre challenge. D'accord. Vraiment, tu vois? Et je pense que, on a besoin d'aller vers ça et on doit aller vers ça et on veut de plus en plus aller vers ça parce qu'au bout de 10 ans d'entrepreneuriat, quand tu es encore à un niveau opérationnel, parfois c'est lourd et c'est fatigant, C'est fatigant, tu ouais. vois? C'est fatigant, c'est fatigant. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va dans le bon sens. Premier point, aujourd'hui, nous, donc les fondatrices, voilà, on est encore très dépendant. Côté sales, le chiffre d'affaires est encore très dépendant des fondatrices. Il faut dire, la bonne nouvelle, c'est que l'équipe sales, je pense, est en passe de prendre le relais. Plus que jamais. On n'a jamais été à ce point, mais on a des personnalités qui déjà sont excellentes dans leur métier. Et on a mis en place un certain nombre de process qui fait que si demain on part, les process ont été compris, appliqués et que potentiellement l'entreprise pourrait fonctionner sur nous. C'est le début, tu vois, donc il faut encore qu'on les accompagne, mais on a des personnalités qui sont bonnes, ont envie et suivent les process. Donc à partir du moment où, si tu veux, elles vont avoir fait leur chiffre d'affaires, on va pouvoir les faire monter en compétence sur des postes de management et nous, on va pouvoir
voilà, se retirer. Sur la partie créa, avant c'était Béa qui créait toutes les formations. Elle a très très bien passé les clés à une directrice pédagogique chez nous qui crée l'intégralité. Donc là, on est complètement dérisqué. Après, Béa maintenant elle gère la partie marketing. Pareil, elle a créé beaucoup de process et elle pourrait en effet déléguer. Ce qui nous reste aussi, c'est qu'il y a une image Cocoré qui est très attachée aux fondatrices. Tu sais, on nous parle beaucoup les femmes au chapeau. On est. C'était ma prochaine question. Voilà, Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, là où je te rejoins, l'image de Cocoré est liée aux fondatrices. Même dans le branding, tu vois, dans la communication sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est pas évident parce que les gens sont attachés à cette image et c'est aussi ce qui fait notre différence et ce qui fait qu'on est reconnu. Mais quelque part, le piège, c'est qu'en effet, c'est pas scalable. C'est-à-dire que tu te dis, si elles partent, ben moi, je peux pas racheter parce qu'il y a tout qui s'écroule. Les gens, ils sont attachés aux fondatrices. Et donc, en fait, si tu veux, sur la communication, on a un objectif de moins se montrer. c'est quoi d'ailleurs l'histoire du chapeau? Oui. Parce Alors, qu'on vous écoute, voit toutes les trois tout le temps avec des chapeaux, ouais. tout Alors, réseau. mais c'est une très bonne question, encore une. Figure-toi qu'Élise n'a pas de chapeau. On n'est que 2 sur 3, mais ça fait beaucoup, j'en conviens. Euh, Au début, on a mis un chapeau parce qu'on trouvait ça rigolo. On aime bien, on aime bien la mode. Donc, si tu veux, au début, on a mis un chapeau parce qu'on trouvait ça rigolo. Et très rapidement, on s'est rendu compte que c'était un vrai élément de différenciation. Les gens nous arrêtaient dans la rue pour nous parler de notre chapeau. Les clients se rappelaient de nous. Et on s'est rendu compte que c'était un élément de personal branding hyper fort. Et que les gens se rappelaient de nous grâce à notre chapeau. Et donc, en fait, si tu veux, à partir de là, on s'est dit, ben, on va le garder, tu vois. Et c'est aussi un élément de différenciation entre ma sœur et moi. Élise n'a pas de chapeau. Je t'assure que si j'enlève mon chapeau, moi, j'ai fait des événements où j'enlevais mon chapeau. Élise n'avait pas de chapeau. C'était terrible. Les gens ne faisaient pas la différence entre ma sœur et moi. Et à un moment donné, quand tu as 40 ans et que ça fait 40 ans qu'on se trompe, parce qu'Élise et moi, on se ressemble tout de même, t'en as un petit peu marre, tu vois. Et donc, du coup, tu mets ton chapeau. Tu vois ce que je veux dire? Tu mets ton chapeau. Et donc, du coup, le problème, c'est que Béa met son chapeau, donc on se retrouve quand même à avoir 2 chapeaux. Mais si je ne mets pas de chapeau, les gens vont m'appeler Élise et les gens appelleront. Voilà, ça, c'est vraiment l'histoire de notre vie. Donc, du coup, le chapeau. Le chapeau pour des éléments de personal branding, pour des raisons de différenciation. Parfois parce que c'est pratique aussi, t'as pas le temps de te faire un brushing, un truc, bah tu mets ton chapeau, ça donne bien. Enfin voilà, tu vas connaître tous les secrets des femmes, mais en fait c'est canon pour plein de raisons. Le chapeau. Je t'invite à en mettre un d'ailleurs, hein, Moi, je mets une si tu casquette veux. régulièrement pour cacher ma calvitie naissante, donc voilà. Ah bah tu vois. Alors j'ai pas de calvitie, j'ai de la chance, mais tu vois, tu vois de quoi je veux parler en tout Je cas. vois ce que tu veux dire. C'est quoi les croyances limitantes que tu avais au moment où tu as créé Kokoroé et que tu as réussi à dépasser aujourd'hui? Eh ben, tu veux que je te dise, quand j'ai créé Kokoroé, j'avais aucune croyance limitante. J'étais complètement naïve, j'étais un peu folle, j'étais super enthousiaste. Et en fait, c'est pour ça que j'ai créé Kokoroé. Quand on s'est lancé à 30 ans, alors tu vas me dire si je me trompe pas, mais quand on s'est lancé à 30 ans, j'avais pas de crédit, j'avais pas d'enfant, j'étais libre. J'étais très insouciante. C'était les débuts de l'entrepreneuriat, on en parlait peu. J'avais rien à perdre. J'étais en poste en CDI dans mon précédent job. Et donc, si tu veux, moi, j'avais négocié ma rupture co. Et donc, voilà, j'étais très contente de tester, de tenter une aventure. Et pour moi, et donc, je n'avais rien à perdre. J'ai embarqué les filles là-dedans. J'ai été la première à me mettre là-dedans et j'ai embarqué. J'avais aucune croyance limitante. Et tu veux que je te dise, je l'ai fait au bon moment parce que je l'aurais fait là à mon âge, mais je l'aurais pas fait. Là, à mon âge, à 40 ans, t'as tes enfants, t'es crevé déjà. Tu vois, t'as plus envie de mettre l'énergie des débuts. T'as juste envie le soir d'écouter ton podcast, de lire ton livre, de voir des potes, de profiter, de te recentrer. Tu vois aussi, t'as pas envie d'aller sur un truc complètement fou. Donc, je pense qu'avec le temps, t'as des croyances. En tout cas, dans mon cas, avec le temps, j'aurais beaucoup plus de croyances limitantes que ce que j'avais il y a 10 ans. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit?
Écoute, j'ai un rituel le soir qui fait que je dors super bien la nuit. Tu vas me Partage-le parce que je connais beaucoup de gens qui en ont besoin. é écoute, une fois que mes enfants sont couchés, je lis tout de suite. J'adore lire, je lis tout de suite. Je prends bien une demi-heure de lecture. J'ai énormément de livres que Tu j'ai lis quoi, achetés par qui exemple? Du ouais et j'ai plein de sortes de livres qui m'intéressent. J'aime, aussi bien du Eric Emmanuel Schmitt, qui, est un auteur, philosophe, sociologue, historien. Tu connais Oui, oui, je connais bien, ouais, je vois très ou bien, ouais. pas? Qui a sorti, tu vois, La traversée des temps et c'est 8 tomes, 8 tomes qui s'intéressent à l'histoire de l'humanité du néolithique à aujourd'hui et c'est passionnant parce que tu es complètement embarqué dans des univers, radicalement différents et le tout avec sous la forme d'un roman, donc tu es embarqué dans des avec des personnages très attachants et donc ça, tu vois, j'ai adoré. J'adore également Édouard Louis. Les histoires de Édouard Louis, tu sais, c'est un auteur qui vient de la région du nord de la France, excessivement populaire, d'un milieu très populaire et qui aujourd'hui, si tu veux, s'est complètement voilà transformé, sorti, a changé de conditions sociales et aujourd'hui est un auteur à succès. Et il a écrit énormément de livres sur sa mère, sur son frère. Il y a un point qui s'appelle Changer de point méthode qui est excellent. Et donc j'aime beaucoup lui aussi. Il a une écriture qui est très abrupte, très 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 vif, très t'es complètement embarqué au bout de la deuxième phrase. J'aime aussi beaucoup, tu vois, des auteurs comme Joël Dicker aussi, un peu plus à succès. Enfin, voilà, je lis vraiment de tout. Je peux lire aussi une encyclopédie sur l'histoire de la France, enfin, aller sur des choses beaucoup plus brutes comme ça, abruptes. Donc déjà, tu vois, donc j'ai couché mes enfants, il est 9 heures, donc assez tard, je commence par lire. Ensuite, je fais 10 minutes de méditation D'accord. où je ne fais rien. Je m'allonge et en fait, juste, je ne fais rien. Et je laisse aller les pensées et parfois, je peux me reprendre des points de la journée ou des points que j'ai à faire, mais ça me fait un bien fou d'avoir juste ces 10 minutes où il ne se passe rien. Et là, mon niveau, ma tension cardiaque, je peux te dire qu'elle redescend, mais à une vitesse incroyable. Le livre, je reviens sur ça, c'est assimilé également à la méditation pleine conscience. Donc, quand tu commences à lire à 21 heures, pareil, tu as un niveau de sérénité. En plus, tu apprends des choses, tu rêves, tu voyages. Enfin, le bénéfice est énorme. Et donc, déjà, avec la lecture, j'arrive, je redescends bien. La méditation, avec mes 10 minutes, je redescends encore plus. Après, en fait, j'ai quand même une to-do personnelle, donc je fais mes choses relatives à la to-do personnelle. J'ai toujours Mmh. des choses à faire, des choses à organiser. Je réintroduis un peu de tâches et je refinis par lire. Donc, tu vois, je suis bien sur 2 heures de lecture le soir. Et avec ça, je peux te dire que tu dors très bien. Et il n'y a pas d'écran. Je mets pas d'écran à 21 heures, c'est fini. Tu vois? Et donc, si tu veux, je t'invite à essayer ça ce soir à 21 heures. Alors, si tu as envie de faire un resto, ça va pas te faire, voilà, si tu aimes bien faire la fête et autres, ça va pas te faire rêver. Mais tu te prends un livre, tu te fais tes 10 minutes de méditation, tu fais éventuellement encore les tâches que tu dois faire et tu refinis par la lecture. Je peux te dire que là, tu vas rentrer dans un sommeil profond, hyper réparateur. Bon, bah, tu auras peut-être un texto de ma part demain matin pour te dire que j'ai Ouais, passé une bonne c'est nuit, bien. ouais. Ouais, après, tu vas peut-être me dire aussi que mes soirées sont très chiantes, hein, mais bon, voilà, les 2 sont possibles. Je ne suis pas là pour juger. Je te rassure, je ne fais quand même pas ça tous les soirs. J'ai quand même des moments aussi voilà, de lâcher prise. Comment, enfin, après quoi tu te cours aujourd'hui, en fait? Écoute, moi, je pense que j'ai envie de cartonner encore plus. C'est ça qui m'intéresse. Tu t'es J'ai fixé un envie objectif de de chiffre d'affaires, un objectif de ouais, personnes, j'ai un des objectifs de objectif. clients? C'est quoi? Moi, j'ai un objectif, hein, j'ai envie d'aller à 10. On s'est fixé 10 millions de chiffre d'affaires sur 2028. Et j'ai envie d'atteindre un palier symbolique assez fort. On est autofinancé, donc tu as un résultat net qui va avec, en général 30%. Donc ça veut dire mener cette croissance, arriver à cette croissance. Je crois que j'ai profondément envie de marquer l'entrepreneuriat, tu vois.
Ça sera donc c'est au sein, c'est B2B, écosystème digital learning. Donc, c'est dans une petite sphère, mais au moins marquer l'entrepreneuriat de l'écosystème tech. Tu vois, être une entreprise qui compte. Je trouve qu'on a un message très fort parce qu'on a quand même un message de diversité et inclusion qui fait du bien. On est 3 femmes, c'est excessivement rare dans l'écosystème tech. Et j'ai envie de montrer que, tu vois, on parle beaucoup de rôle modèle, mais j'ai envie de montrer à d'autres femmes, à d'autres jeunes filles que c'est possible. Et j'ai envie de marquer l'entrepreneuriat beaucoup plus fort. J'ai envie d'aller beaucoup plus loin. Et je pense que ouais, ce qui m'anime, c'est le succès, quoi. Je suis pas arrivée. Mmh. Bah, si je pouvais faire une petite parenthèse là-dessus, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, les jeunes filles ont plus besoin de rôle modèles que de statistiques qui les font fuir de l'entrepreneuriat. Donc, Complètement. voilà, c'est, C'est ça. Et c'est ça. Et tu vois, je trouve qu'on a une histoire qui est différente, qui est unique, qui est belle. On n'est pas issus des grandes écoles, hein, Élise, Béa et moi. On n'est pas du tout les stéréotypes des entrepreneurs français classiques aujourd'hui. On sort un peu du lot. Et je pense que j'ai envie de réussir pour ces deux raisons. Déjà parce que je pense qu'on a une histoire différente qui peut inspirer d'autres personnes et montrer que c'est possible même si tu es dans la minorité. Et j'aime l'aventure entrepreneuriale et je veux le succès entrepreneurial. euh, aujourd'hui, tu nous disais que vous étiez dans le 9e. Est-ce que vous avez réfléchi à un moment ou à un autre à délocaliser une partie de l'entreprise, mettre plus de remote, ou au contraire, tu penses que le fait que vous soyez en permanence les uns à côté des autres est un de vos facteurs clés de succès? Et écoute, nous, on a 2 jours de télétravail par semaine. Je vois pas, il y a certaines entreprises dans le learning qui sont 100% remote. Ben moi, les personnes que je croise, je les trouve pas très heureuses, pas très épanouies. À chaque fois, en tout cas, les gens qui me disent qu'ils sont en 100% remote, je vois pas le rêve et la joie du quotidien. Je ne la vois jamais. Alors c'est mon prisme, hein, mais je trouve ça profondément triste. Donc moi, on n'ira pas sur du 100% remote. Et on a envie de créer une cohésion, tu vois. Et donc pour nous, c'est important d'aller qu'on ait tous un cadre un peu commun, d'avoir le même nombre de jours de présentiel et le même jour de télétravail. Et c'est comme ça qu'on envisage les choses. J'envisage pas plus de remote, ça va peut-être évoluer, hein, mais en tout cas, c'est un équilibre qui nous semble intéressant. Tout à l'heure, quand on préparait la discussion, tu me disais qu'il y avait un des chantiers qui allait être l'international. Souvent, ça demande à ce qu'un des associés parte s'installer quelque part. Comment votre trio va vivre ça? Ah bah nous, on est prêtes, hein, tu sais, l'aventure, c'est tous les jours. On attend que ça, quoi. Tu sais, on est ambitieuses, on est rêveuses, on a soif de plein de choses. Bah, je pense qu'on irait, Vous partiriez à 3 ou il y en aurait une on qui partirait? pourrait, on pourrait. Bah, alors, on n'est pas rentré dans l'opérationnel, hein, encore concrètement, mais je pense que tu sais que UK, ils sont tous partis aux US. Ils sont tous dans une coloc. Je pense que on pourrait partir à 3 et après il nous faudrait un DG de confiance pour gérer le bureau à Paris. Mais ça serait tout à fait envisageable. C'est, je pense que ça serait une bonne façon pour vous comment dire, de passer la marche d'après, quoi. Ouais, certainement, certainement. Surtout que, étonnamment, quand on travaille avec des entreprises euh, étrangères, et je pense à certaines entreprises basées aux US, étonnamment, en digital learning, on est assez innovant, disruptif. Ils sont pas si bons. T'as forcément les LinkedIn Learning, mais tu vois, les gros, mais ils sont pareil, sur un ADN qui est assez traditionnel, peu disruptif, avec des formats assez longs, donc on aurait certainement une carte à jouer. Mais je te rejoins, c'est quelque chose qu'on explore. Là, pour le moment, on est resté sur les pays francophones, donc bon, il n'y a pas encore de grands déménagements à prévoir, mais tu as raison, pour scaler, je pense que ça sera une étape incontournable. Comment vous voyez l'intelligence artificielle par rapport à votre métier? Vous formez à l'intelligence Mm. artificielle, mais par rapport à votre métier aujourd'hui, vous la voyez arriver de quelle façon? De quelle Ouais. façon soit vous la voyez en rival, soit vous la voyez en augmentation de votre activité? Alors nous, l'IA, elle est présente dans notre quotidien.
on l'a plus qu'intégré, on l'a embrassé, c'est notre allié. On sait que l'intelligence artificielle générative permet à tout le monde de créer des contenus. Nous, on est une boîte de contenu. Donc, on aurait pu dire, bah voilà, on a un peu peur, tout le monde va pouvoir créer sa formation, sa petite vidéo, son quiz, son texte, ses activités d'ancrage. Et donc, nous, plutôt que de se dire, ah bah tiens, on la regarde un peu du coin de l'œil, on en a peur, on l'utilise nous-mêmes au quotidien pour augmenter nos formations. Et tu veux, je te dise, on la met même l'IA dans notre plateforme. Dans notre plateforme, on a un outil auteur qui permet de créer des formations. Et ben, on a même intégré l'IA dans notre outil auteur qui permet de créer des formations pour expliquer aux gens comment ils vont pouvoir créer en fait des formations. Donc, on a décidé d'intégrer ce qui allait quelque part potentiellement demain nous tuer, mais pour déjà Pour aller plus proposer vite. des formations de meilleure qualité et pour aller plus loin. Et donc, ouais. Et donc nous, nous, on l'utilise comme un accélérateur, comme un amplificateur, quoi, finalement. Donc ça, c'est non seulement dans notre métier, tu vois, on utilise l'IA pour améliorer nos formations, et elle est dans beaucoup de process en interne. En fait, elle est donc déjà, on a des comptes, les personnes de l'équipe utilisent l'IA pour travailler plus vite et pour travailler mieux. Donc, si tu veux, elle est vraiment très, très présente. On s'en cache. Enfin, on la regarde pas du coin de l'œil en disant, oh mon Dieu, et en tremblant, quoi. Non, au contraire, on s'intéresse, on regarde les nouveaux outils qui sortent, on les intègre, on les utilise. Tu vois, et d'ailleurs, ouais, elle nous a aidé à aller beaucoup plus vite, quoi. En tant que manager, c'est quoi la plus grosse erreur que vous avez faite qui a été la plus productive au final? La plus grosse, bah, la plus grosse erreur qu'on a faite, qui a été la plus productive, ça a été de pas faire de feedback continu. Quand tu es face à une personne et que tu vois qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, le mieux c'est d'en parler, de faire des feedbacks, tu vois, réguliers. Et ça, on l'a pas fait assez. On a fait des feedbacks, mais pas assez régulièrement. Et donc, ce qui fait qu'à un moment donné, c'est qu'il y a trop de temps, trop de choses qui sont mises en place, et en fait, tu n'arrives plus à passer des messages, tu n'arrives plus à mettre des process, tu n'arrives plus à avancer avec la personne. Et, donc, il n'y a plus vraiment de communication possible. Donc, ça a été très bénéfique parce qu'on a compris que maintenant, quand il y a quelque chose qui ne va pas avec certaines personnes, il faut avoir beaucoup plus de points de feedback, communiquer davantage sur les red flags, essayer de mettre en place des choses pour améliorer ces points. Et puis, si tu te rends compte qu'il n'y a pas de volonté d'amélioration, alors là, tu te sépares. Mais le fait de ne pas faire ces feedbacks réguliers, à un moment donné, t'en peux plus, donc tu dis stop, et là, en fait, ça pète. Tu vois, il y a un point de rupture. Et donc maintenant, dès que ça va pas, déjà, on a des points beaucoup plus basés sur les feedbacks. On fait beaucoup plus de feedback, en effet, au quotidien, et on a mis beaucoup plus de process pour montrer comment nous, on veut travailler, montrer comment on voit les choses, quoi. Donc, je pense que ça a été notre plus grosse erreur, tu vois, mais aujourd'hui, qui a été complètement prise en compte, et on fait radicalement différent aujourd'hui. On va passer à la dernière partie du podcast qui est le quiz Oui, improbable. Tu as droit ouais, à un super. joker. Ok, Voilà. Est-ce que tu es plutôt thé ou café? café. Combien par Il jour? faut que j'argumente ou je te Non, réponds non. vite? Non, Ok, tu peux développer ou pas. Euh, d'accord. Ok. combien par jour de café? 2, toujours 2. Jamais plus ni moins. Donc c'est pas une grosse dose non plus, voilà. Non, Si, non, ça va. si Kokoroé pouvait parler, quel serait son mot préféré? Quel serait son nom ou son mot? Son mot préféré. Je pense que ça serait cœur. Tu vas me trouver un peu gnangnan, mais Non, mais ça correspond je au nom. pense que c'est un mot qui représente bien qui on est. Si votre trio pouvait embaucher un super-héros ou un héros pour être co-CEO avec vous, qui choisirais-tu? En super-héros? Écoute,
Je sais pas, je connais pas assez les super-héros, je sais pas, Superman? Je saurais pas te dire pourquoi. On va pas creuser alors. On va pas creuser. Quelle pourrait être la chanson hymne de Kokoroé? Oh, aller plus haut! La Rousseau, aller plus haut, ça c'est vraiment nous, ça. On la mettra en sous-titre. Ok. Si tes concurrents étaient des personnages de dessins animés, qui seraient-ils? Si, mais j'aime bien les Pas de Patrouille. D'accord. Bon, c'est des gentils concurrents alors. Ouais, c'est des gentils concurrents. Ouais, ouais. Quel est le plat, Mignons. ouais. Quel est le plat le plus bizarre que tu aies mangé lors d'un déjeuner d'affaires? À un moment donné, on avait fait un déjeuner d'affaires, on en a bien ri d'ailleurs. C'était, tu sais, c'était des plats très, très traditionnels que tu peux avoir en mariage. Il y a une espèce de veau avec de la carotte, pas bon du tout. Ça, ces plats traditionnels, très brasserie, ça nous fait pas rêver, ça. Si tu devais créer une mascotte pour représenter Kokoroé, ça Ah serait quoi? bah, notre Il chouette, y a notre déjà votre petite chouette, chouette, voilà. notre chouette chérie, bien sûr. Et si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle période aimerais-tu entreprendre? Euh, Je sais pas si j'aimerais entreprendre dans les autres périodes. Là, je pense que c'est la meilleure période pour entreprendre maintenant. Je pense que tu avais pas l'ouverture d'esprit, l'infrastructure, l'envie. Je suis profondément ancrée dans ma période, moi. Je suis née au bon moment. Je devais pas naître avant. Je suis en phase avec ma société, les valeurs, tout ça. J'adore. Est-ce que tu es plutôt McDo ou gastro? Bah, ni l'un ni l'autre. Je fais pas de gastro du tout et je suis pas trop McDo. Je suis entre les 2 en fait. Est-ce que tu es plutôt lundi matin ou vendredi soir? Bah, vendredi soir quand même. Je t'ai parlé de bouquins, Ouais. je sais, mais je suis quand même vendredi soir. Bon. Alors la question qui est devenue polémique, il n'était pas au jour où on l'a écrit, t'es plutôt Elon Musk ou Bernard Arnault? Ouf! Joker. Non, ça sera plutôt Bernard Arnault quand même, parce que c'est compliqué là. Quelle est la chose la plus étrange que tu aies dans ton bureau? La plus étrange que j'ai dans mon bah, écoute, moi j'aime bien avoir un bureau qui est super propre, donc j'ai pas grand-chose en fait. Ah si, j'ai une brosse dans mon tiroir. C'est une brosse à cheveux. C'est assez étrange. Voilà, un jour j'avais oublié ma brosse et je suis allée chez Emma acheter une brosse à cheveux. Donc voilà, c'est relativement étrange, je pense, d'un point de vue extérieur. On arrive à la fin. Dernière question, deux dernières questions. La première, si des auditeurs souhaitent venir à ta rencontre, quel est le meilleur canal pour prendre échange avec toi? Oh, écoute, LinkedIn ou mail, hein, les deux fonctionnent. Donc ton adresse mail, c'est? Donc prénom.nom, donc raphaël.covillette@cocoroe.fr. Ok. Et si je devais inviter une personne, qui c'est que tu aimerais écouter à ta place? Moi, j'aime bien Clémence Bruno qui a fondé le cabinet de recrutement qui s'appelle Simone. Eh ben, je vais la contacter. Elle est super. C'est une super femme engagée sur les sujets de recrutement, mais inclusif, justement. Ok. Eh ben, Tu écoute, peux y aller à fond. je vais contacter Simone. Voilà. Écoute, Ça Raphaël, marche. merci pour ton temps. Et puis à très bientôt. Un grand merci, François-Joseph. C'était très chouette. Merci pour Super. ton accueil et pour cet échange. À très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Merci.